Bon, je suis content. Alors, je suis pas content parce que mon petit bonhomme est cas contact Covid et que, au-delà du fait que quand mon petit trésor a ne serait-ce qu'un rhume, mon cœur saigne, eh bien, je risque d'avoir mon agenda bouleversé dans les prochaines semaines. Non, non, c'est pas pour ça que je suis content. Je suis content parce qu'on va pouvoir faire un nouvel épisode d'un de mes formats préférés sur cette chaîne. Ce format, c'est le format où je mets le nez dans vos portefeuilles. Vous savez que sous cette vidéo, comme sous toutes les vidéos, vous avez le lien vers l'adresse email de cette chaîne, que vous pouvez m'envoyer des captures d'écran de votre portefeuille Bucks ou d'un autre portefeuille, et comme ça, je mets le nez dedans, on discute. Et en fait, j'adore ça parce que je consomme énormément de contenu dans lesquels des gens présentent leur aventure dans l'investissement. Ça me motive en fait, ça me motive beaucoup. Et donc le fait de pouvoir avoir cette conversation, voilà, j'ai l'impression d'être assis au café avec vous, et puis on regarde nos portefeuilles, on parle de nos investissements, et je trouve ça très sympathique. Donc on va se lancer là-dedans, on va voir ce que nous dit l'auteur de l'email, et puis on va se plonger dans son portefeuille. Avant ça, un petit pouce parce que je me rends compte que quand je fais pas l'appel à l'action, ça diminue énormément le nombre de likes. On a besoin de ces likes pour pouvoir porter cette communauté de créateurs, cette communauté d'investisseurs, cette communauté d'entrepreneurs optimistes, parce qu'il faut bien garder à l'esprit que dans les périodes de crise, qui est-ce qui reconstruit? Qui est-ce qui porte le monde sur ses épaules? Ce sont nous, ce sont les créateurs de valeur. Donc on porte à fond cette communauté, et en faisant ça, vous vous rendez service. C'était un très bel appel à l'action. Bon allez, trêve de bavardage, on se lance dans cette histoire. Alors, je vais vous lire le message que j'ai reçu. Il m'a pas dit si j'avais le droit de dire son nom de famille, donc je vais dire seulement son prénom. Bonjour Victor, j'espère que tout se passe pour le mieux de ton côté. Écoute, ça va pas mal Quentin, j'espère que toi aussi. Honnêtement, là, il y a des petits tracas du quotidien de temps en temps, mais la vie est belle, la vie est très belle, parce que quand on arrive à ce stade où on peut organiser ses journées autour des choses qu'on a envie de faire, plutôt qu'autour de choses qu'on n'a pas envie de faire, ça devient très intéressant, et c'est notamment pour ça que j'investis, et que je vous encourage à le faire. Le fait d'avoir de l'argent comme ça qui tombe régulièrement sur le compte sans qu'on ait à travailler, eh bien ça permet progressivement de quitter une vie, une vie où on doit échanger son temps contre de l'argent et rentrer dans une vie où on fait ce qu'on aime. Je m'appelle Quentin, je suis ingénieur en construction belge et j'ai eu mes 30 bougies cet été. Très bien, écoute, c'est un très bel âge, 30, 40, 50, 60, il y a des choses très belles à faire à tous les âges. 70, 80, 90, j'ai ma mamie qui a 98 ans et elle a encore sa tête, donc voilà, c'est quand même, on peut encore faire plein de choses. Alors, j'ai commencé... Non, on va y aller progressivement. D'ailleurs, une drôle d'idée m'a traversé l'esprit ce 17 août, j'ai vu des vidéos d'investissement et après 2-3 recherches sur le courtier Bucks, j'ai craqué et j'ai ouvert un compte sur un coup de tête, coup de folie ou coup de sagesse, je ne sais toujours pas. En fait, ça dépend de ce que tu fais. Ça peut être la meilleure décision de ta vie comme une mauvaise décision, ça va dépendre de comment tu investis, et donc on va voir ça ensemble. J'ai commencé avec de petites sommes pour me lancer, et je me suis rapidement pris au jeu. En moins d'un mois, j'ai investi 4500, je me suis fixé de continuer à l'alimenter avec 100 € par semaine, voire plus que je peux me le permettre, voire plus tant que je peux me le permettre. Actuellement, mon portefeuille joue principalement dans le rouge. Les deux moments où il commençait à monter dans le vert, il y a eu l'annonce de l'augmentation des taux directeurs, et le rapport de l'évolution de l'inflation. En fait, il faut vraiment te dire que là, tu es au tout début de ton aventure, donc tu as investi avant une période de baisse, mais ça va se lisser en fait. Si tu continues à investir pendant la période de baisse, en fait, ça veut dire que tu as en gros investi au meilleur moment à l'échelle de ta carrière d'investisseur, parce que tu vas investir dans la baisse, tu vas investir dans la baisse, tu vas investir dans la baisse, et quand ça va remonter, tu vas pouvoir te créer une vraie fortune. Moi, c'est vraiment comme ça que sur mon premier courtier, je peux être encore aujourd'hui en plus-value d'à peu près 15%, c'est parce que j'ai investi pendant toute la crise du Covid. Et la crise du Covid, faut se dire que là aujourd'hui on se dit ouais ça va, c'était easy le confinement, etc. Mais à l'époque c'était une crise qu'on n'avait jamais vue. C'était une crise qu'on n'avait jamais vue, et donc il y a plein de gens qui paniquaient, il y a plein de gens qui ont eu peur. Et donc là il y a exactement le même genre de discours qui arrive, c'est la plus grande crise de l'histoire, le plus grand crash depuis les années 30, l'inflation, la stagflation, et donc il y a plein de gens qui sont en train de flipper,
plus il y a de gens qui sont en train de flipper, plus c'est une bonne idée, plus c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs de long terme. Les investisseurs de long terme vont renforcer leur position pendant que les autres ont peur, et ça sur le très long terme, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors encore faut-il investir dans des choses qui sont un peu solides. J'ai un peu le même souci que toi à tes débuts, je suis hypnotisé par le mouvement des chiffres du portefeuille, au lieu de me morfondre et de penser ce sont les soldes, j'ai aussi cette phrase, mais qui peut être à double tranchant, tant que tu ne vends pas, tu ne valides pas ta perte. Donc ça, c'est effectivement une bonne idée d'avoir ça à l'esprit. Mais il faut te dire que racheter un truc mauvais qui a baissé pour racheter un truc meilleur qui a baissé, c'est pas une perte, c'est juste un transfert de valeur. En fait, c'est une perte si tu sors des marchés. Si tu te dis, j'ai investi 100 euros, j'ai 50 euros et je ressors mes 50 euros et j'investis plus jamais. Si tu as investi dans une boîte qui est tombée à 100 euros, à 50 euros tu ressors cet argent de cette boîte et tu la mets dans une autre boîte, peut-être que c'est une bonne affaire. C'est ça l'idée en fait, tant que tu vends pas, tu ne valides pas ta perte. Tu peux décider de vendre pour acheter quelque chose qui a aussi baissé. Mais je pense quand même qu'il faut éviter de trop jouer avec son portefeuille, qu'il faut éviter de trop jouer à l'achat, revente, etc. Parce qu'il y a toujours des frais. Le courtier Bucks, les frais sont vraiment minimes. Ils sont tout petits par rapport à d'autres courtiers, mais il y a quand même des spreads. Il y a quand même des spreads de l'ordre de 0,08%. C'est marqué, hein, si vous tapez spread Bucks sur Google, vous allez voir que il y a un petit écart entre le moment où vous passez votre ordre d'achat et le moment où l'achat est effectué, et donc il y a un spread de 0,08%, donc c'est tout petit hein, par rapport aux frais que vous pouvez avoir habituellement, mais c'est quand même des petits frais, et donc plus vous jouez avec votre portefeuille, plus vous payez de frais. Donc c'est pour ça, j'essaie d'éviter ça. De temps en temps, je suis obligé de vendre, mais j'essaie de pas le faire. Et si je vends, j'essaie de le faire avec une très large plus-value. Alors, trêve de blablas inutile, c'est pas inutile en fait, c'est intéressant, moi j'aime bien discuter de tout ça. Pourras-tu me dire ce que tu en penses ? Grâce à Morning, en gratuit, j'ai simulé un portefeuille de 10 000 euros comme ligne conductrice, je m'aide de cette plateforme pour garder ma diversité. Peux-tu y jeter aussi un œil ? Dans ces portefeuilles, tu verras que j'ai pris de la crypto, je limite le volume maximum à 5 à 7% du portefeuille, c'est dingue comme c'est volatile, en un jour, une des cryptos est montée de 10% pour redescendre aussitôt le lendemain. En fait, c'est volatile parce que c'est des petites capitalisations, donc il suffit qu'un influenceur dise à sa communauté regardez c'est le futur, etc. Il y a plein de gens qui rentrent dedans et qui font monter artificiellement le cours, l'influenceur sort de la crypto avec sa plus-value et sa communauté se fait pigeonner. Donc c'est pour ça que jamais je mettrai le nez dans des petites capis. Déjà les petites capis en bourse c'est quelque chose que j'évite comme la peste, alors imagine des petites capis en crypto, c'est absolument nimp. Alors petit bonus, je suis tombé sur 3 actions qui m'ont l'air intéressantes. Xylem, je connais pas. Contrôle machine, purification autour de l'eau, ça peut être intéressant effectivement. Allianz, c'est déjà sorti Allianz, fonds d'investissement assurance. Motorola, communication cybersécurité, ne contient pas les téléphones. Ok, très bien, on pourra regarder ça, je les garde. C'est vrai qu'Allianz, ça fait plusieurs fois que ça sort, et Xylem, ça a l'air intéressant. Ceci étant posé, on va se plonger dans ton portefeuille. Alors ça, je comprends pas comment vous êtes capable de faire des photos aussi longues. Il doit y avoir, ça doit être peut-être sur votre téléphone où il y a une fonctionnalité qui m'échappe, mais bravo, ou alors vous faites un collage de différentes photos. En tout cas, bien joué. Alors, dans tes actions, tu as donc 3M, AT&T. Ouais, alors là, moi, tu sais, je vais te tenir le langage de la vérité. 3M, ça a l'air comme ça intéressant sur le papier parce qu'on se dit, ouais, c'est une boîte qui a baissé, etc. Le problème de 3M, c'est que si tu regardes l'actualité de cette entreprise, c'est une boîte qui est dans des immenses procès. Donc je pense qu'elle a plus de 100 000 procès à l'heure actuelle à cause de, je crois, un dispositif qu'elle avait vendu à l'armée. En fait, c'est pire que ça. Elle a acheté une entreprise qui fait des dispositifs auditifs, quelque chose comme ça, pour l'armée. Et il y a plein de gens qui utilisaient ce dispositif qui se sont plaints de problèmes auditifs à la suite de l'utilisation de ce petit machin, et donc des centaines de milliers de personnes attaquent 3M en justice. Et à chaque fois, à la fin de chaque procès, 3M doit payer plusieurs dizaines de millions d'euros, donc de dollars. Donc elle est dans une situation vraiment très très problématique. 3M va essayer de trouver une solution pour pouvoir d'un coup arrêter tous les procès, mais ça va lui coûter peut-être plusieurs dizaines de millions
milliards de dollars. Il faut se dire que je crois 3M, elle a, en termes de cash flow, c'est une entreprise qui dégage peut-être 5-6 milliards par an, quelque chose comme ça. Je suis peut-être pas exact avec les chiffres, hein, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Donc il y a des discussions autour du fait que 3M devrait être forcé de commencer à arrêter de payer des dividendes et de mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer les procès qu'elle va devoir, enfin voilà, les indemnités qu'elle va devoir payer à l'issue des procès. Donc il faut se dire que quand les boîtes baissent, donc effectivement c'est une bonne idée quand vous voyez une grosse boîte traditionnelle qui est en train de baisser parce il y a moyen de l'acheter à un meilleur coût, mais des fois les boîtes baissent pour de bonnes raisons. Donc voilà, je te laisse je te laisse avec ça. T'as qu'une action 3M, hein, donc à la limite, tu vois, peut-être que c'est une erreur de se dire, je vais vendre pour mettre ailleurs, etc. Ça, c'est vraiment toi qui vois. Ça peut être aussi une idée, de la laisser un petit peu de côté et d'investir ton argent ailleurs en attendant que ça aille mieux. L'idée d'avoir un portefeuille très diversifié, c'est que t'en as qui vont aller à zéro, t'en as qui vont faire plus de 100 et ça va s'équilibrer. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand une boîte baisse, avant de l'acheter, en se disant je fais les soldes, il faut regarder si elle baisse pas pour de très bonnes raisons. AT&T c'est pareil. AT&T c'est pareil. AT&T c'est une boîte qui a longtemps été dans le portefeuille de plein d'investisseurs. Et donc quand on regarde aujourd'hui le portefeuille d'un investisseur, on se dit tiens il y a du AT&T, ça doit être bien. AT&T c'est une boîte qui est dans le secteur de la communication, donc c'est une boîte qui a beaucoup de dettes, peu de marge. Et dans le secteur de la communication, c'est une entreprise qui est en train de baisser son dividende, qui a de plus en plus de difficultés à le payer. C'est une entreprise qui a pas du tout le vent en poupe. Donc je sais que ça a été très longtemps un modèle pour les gens qui investissent dans les actions à dividendes, mais voilà, c'est pareil. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut l'avoir pour une bouchée de pain, mais peut-être qu'elle vaut une bouchée de pain. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors AXA, Air Liquide, Alphabet, Amundi, Apple, ArcelorMittal, BNP Paribas, Bank of America, Chevron, Coca-Cola, Colgate-Palmolive, ITRN, Econocom, ExxonMobil, Intel. Intel, c'est pareil en fait. L'acheter maintenant, c'est parier sur le fait que ça va se retourner, qu'il va y avoir un renversement de tendance. Et en fait, on sait pas. On sait pas s'il va y avoir un renversement de tendance avec Intel. Peut-être que c'est l'entreprise dans le domaine des puces, des cartes, des processeurs, des semi-conducteurs qui va être le maillon faible du secteur. Donc moi, je me méfie quand même toujours quand j'évite de vendre les entreprises que j'ai dans mon portefeuille, mais quand je vois que j'ai une entreprise qui semestre après semestre déçoit, je la mets un petit peu de côté. C'est pas toujours une bonne idée de renforcer ces entreprises qui ont baissé dans son portefeuille. Ça peut être une bonne idée plutôt de se concentrer sur les boîtes qui sont en forme. C'est pour ça, moi, vous savez, dans l'exercice que je fais avec vous, je vous demande dans quelle entreprise je dois investir. Des fois, je sélectionne des entreprises dans mon portefeuille qui ont baissé, et des fois, je sélectionne des entreprises qui ont monté, parce qu'il faut pas non plus trop moyenner à la baisse. Mastercard, McDonald's, Microsoft, Northrop Grumman, je connais pas, PepsiCo, Pfizer, Realty Income, Sanofi, Total Energy, Visa, des crypto-monnaies, et tu as donc des ETF dividendes, etc. Alors, je crois qu'on peut regarder comment ton portefeuille est organisé en termes, on voit un petit peu la pondération. Ça a l'air d'être assez bien diversifié. Moi, ce que je vois, c'est que tu as quand même beaucoup de positions. Et voir si c'est une bonne idée d'avoir un portefeuille qui est aussi diversifié, ou si t'as pas intérêt de te renseigner mieux sur certaines des entreprises et d'augmenter la position des meilleures. En fait, l'objectif, ça reste quand même d'investir dans les meilleurs. Et donc, il y a quand même des entreprises, moi, que je connais pas, ou alors que je sens pas trop. Donc, par exemple, NTT, 3M, je les sens pas trop. Amundi, voilà, c'est une entreprise qui, on peut imaginer que ça marche bien avec le secteur des ETF, etc. Mais est-ce que BlackRock est pas bien meilleur que celle-là? C'est des questions qu'il faut se poser. Ok, mais de toute façon, t'es suffisamment diversifié pour que ça aille bien. Moi, je pense que tes grosses boîtes devraient peut-être avoir une position un peu plus importante. Des boîtes comme Microsoft, par exemple, où t'as même pas une action Microsoft, t'as 0,3 actions de Microsoft. Donc voilà, peut-être que te demander quelles sont les 5 entreprises qui sont les plus importantes dans mon portefeuille, quelles sont les 5 entreprises que j'ai envie de garder comme la base de mon portefeuille et construire autour de ça. Ou alors tu peux te dire que tes plus grosses positions, ce sera des ETF, et donc tu vas commencer à construire tes positions dans des ETF, faire grandir des ETF, et après tu pourras t'amuser un petit peu autour des
autour des actions. En tout cas, bah y a rien qui me semble, délirant, hein. Il y a rien qui me semble délirant dans ton portefeuille. Si tu continues à être diversifié et à être régulier, tu vas pouvoir ressortir de la période de baisse en étant beaucoup plus costaud, et puis en ayant construit un portefeuille à un prix très intéressant. Alors, donc tu me disais que tu avais d'autres représentations de ton portefeuille. Ça veut dire que là, tu t'as simulé un portefeuille que tu pourrais construire au fur et à mesure. Et donc, comment est-ce que tu l'as construit? Tu l'as construit en essayant d'avoir un équilibre entre les différents domaines. Ok. Alors, l'équilibre que tu as choisi me semble bon. Le seul truc que je ferais, en fait, si je devais faire ça, si je devais me réfléchir comme ça en termes d'allocation, ce que je ferais, c'est que je mettrais les ETF à 50%. Je pense que c'est ce que je ferais pour être à peu près sûr. C'est que, voilà, bah, je mettrais 50% du portefeuille en ETF et je mettrais le reste en action, et au sein de la poche action, je créerais un équilibre. Parce qu'il faut toujours se dire que faire du stock picking, c'est surtout si tu me dis que tu t'amuses beaucoup à suivre régulièrement ton portefeuille. Ça veut dire que tu peux avoir des actions et tu peux travailler à suivre des actions, parce que tu vas prendre du plaisir à faire ça. Mais toujours se dire que quand on choisit des actions, bah, y a de possibilités de faire des erreurs. Quand on fait des erreurs, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Quand on a des grosses positions en ETF, ça peut quand même rattraper le coup. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ton portefeuille avec moi. J'espère que c'est intéressant pour les autres et pour tout le monde. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite. Là, on va donc rentrer dans une période un peu turbulente pour les marchés. Enfin, en tout cas, on est en plein dedans. Vous allez avoir plein de discours apocalyptiques parce que ça fait du clic. En fait, quand on fait des vidéos pour dire c'est la fin de l'euro, c'est la fin de l'Europe, inflation record, etc., plus grand crash de l'histoire, etc., vendez tout, malheureux, etc., bah, ça fait du clic, ça fait venir les gens, et bah, c'est assez rigolo de regarder ça. Moi, ça me fait marrer, en fait, de voir des gens qui paniquent. Enfin, c'est méchant de dire ça, mais quand je vois des petits hystériques comme ça, je trouve ça toujours un petit peu rigolo. Je ne sais pas s'ils ont intérêt à faire des vidéos, peut-être qu'il serait mieux à se mettre en PLS dans leur dodo, mais voilà, il y a des adultes qui sont quand même sur le pont, il y a des investisseurs, il y a des vrais bonhommes qui vont continuer à investir régulièrement, et ce sont eux qui ressortiront de la crise en haut de la chaîne alimentaire. C'est normal et c'est bien. Prenez bien soin de vous, et à très vite.